J'ai Bonjour compris. bonjour à tous et bienvenue. Je me retrouve dans un endroit que j'adore, que j'ai pratiqué en juillet et en août, puisque vous savez que je suis en Avignon maintenant et que le salon de cheval passion, le salon du cheval, va démarrer. Et vous voyez juste là derrière qu'en fait, ces deux affiches qui ont participé au Festival Youth en 2021 sont tout à fait justifiées, puisque ça ne va pas être la tornade verte, ça va être les tornades, puisque les deux que vous voyez là sont en train de faire, elle propose le livre. Et à côté de ça, un voisin qui vous veut du bien, c'est le cas de dire et tout. Salut à tous, me voilà, je suis ici tranquillement installé et devinez, je suis avec, comment est-ce qu'on peut appeler, deux naïades, deux miss, deux merveilles, comment est-ce qu'il faut vous appeler les deux? Par nos N'attendez pas prénoms. en même temps, hein, surtout. Férial et Marjorie, voilà. Marjorie Férial et Marjorie, Exactement. ouais, d'accord. Alors, laquelle est Férial, laquelle est Marjorie? Férial. Voilà, Alors, la blonde impériale. ouais, alors je vous rappelle que La c'est blonde. marqué en bas à gauche, simplement, il y a marqué Férial Furon, et il y a Marjorie, oh là là, comment est-ce qu'on dit ça? Podé Marjorie mange, ouais. C'est pas facile. Ah, Il y avait oui. un petit piège. Ouais. C'est ton nom d'artiste ou c'est ton vrai nom? Non, non, c'est le nom de mon mari. Ah, pardon, excuse-moi. Je n'ai pas très bien choisi, je sais. Non, non, mais pourquoi? Oh, tout de suite, ça commence fort. Bon, vous avez l'intention de garder sur toutes les missions spéciales, comme le livre comme ça, ou vous voulez le poser? On l'aime. On va le poser. Bon, Allez. allez, c'est parti. Émission sérieuse. Vous savez que j'ai eu envie de créer la LDCG. Vous savez ce que c'est? Oui, tu nous l'as dit, ouais. Ouais, la Ligue de défense du cerveau gauche. Parce que là, en fait, vous avez décidé, comment dire, de vous attaquer à La revanche du cerveau droit, qui est un livre. Mais avant de parler du livre, avant de parler de votre rencontre, je fais un peu les violons. Qui êtes-vous? Que faites-vous dans la vie? C'est laquelle des deux qui prend la parole en premier? Que tu veux. Férial, je te laisse. Bon, allez, moi, je vais être rapide. Merci, en fait, Férial. ouais, À toi, Marjorie. Donc, Férial, alors, moi, j'ai une double formation. Hein. Je suis pharmacienne et j'ai fait du marketing. J'ai fait un master de marketing à l'ESSEC. Et puis, donc, j'ai travaillé dans différents domaines, mais je me suis un petit peu stabilisée dans la communication scientifique. Et aujourd'hui, en fait, je suis passionnée par toutes les questions sociétales, toutes les transformations qui sont en train de s'opérer, et à travers justement les neurosciences. Et voilà, ce qui m'a conduit avec Marjorie d'écrire ce livre. Voilà. Je vais m'arrêter là. Je laisse la parole J'aime beaucoup à ma co-auteure. Je me suis stabilisée dans la communication. J'ai beaucoup aimé. Ça Oui, fait je me quoi, suis stabilisée parce qu'effectivement, j'ai beaucoup changé de domaine d'activité. Autour de la pharmacie, hein, toujours quand même. Hein. Mais voilà, j'ai fait de la parapharmacie, j'ai même créé une entreprise à un moment donné de shampoing, j'ai travaillé en pharmacie. Et puis, effectivement, avec ce master de marketing, ça m'a ouvert la voie de la communication scientifique pour l'industrie pharmaceutique. Et là, effectivement, j'ai bossé une dizaine d'années dans ce secteur. Marjorie, à toi. Alors, donc, Marjorie, c'est bien moi. Alors, moi, c'est un peu comme Férial. Je te rassure, Marjorie, c'est marqué en bas à gauche aussi. Mais c'est bien que tu dis, c'est bien moi. Comme Férial, c'est peut-être une particularité d'ailleurs des cerveaux droits, c'est qu'on est très très curieux de nature et on a tendance à faire plusieurs types d'études. Donc moi j'ai commencé par des études de droit, je suis allée jusqu'au bout, je suis spécialisée en propriété industrielle et après je me suis dit finalement non ça me plaît pas donc je vais faire une école de commerce derrière et en plus en même temps que mes études de droit j'avais fait des études de philosophie parce que c'est ma passion. Donc voilà, ça c'est un peu, on est un peu des profils multistes. Et moi, donc, j'ai toujours une passion pour la philosophie, pour les sciences humaines. Maintenant, je m'intéresse aussi beaucoup à la psychologie, aux neurosciences. Et j'ai un métier aussi. Je suis une spécialiste du marketing. Et j'adore Férial, j'adore j'ai un métier aussi. Oui, j'ai un métier, oui. Moi, je suis en train de créer, tu vois, voilà, je suis en pleine reconversion. Férial a un métier aussi. Non, mais c'était juste pour vous dire que même en tant que cerveau droit, on peut avoir un métier, même si on est des touches. Ça commence bien parce qu'il y a deux bonnes nouvelles. Premier point, vous avez chacune un métier. Et deuxième point, vous avez chacune un cerveau. Donc, c'est une bonne nouvelle voilà. quand même. Deux cerveaux. Quand j'ai préparé l'émission, je suis en Avignon en ce moment, quand j'ai préparé avec Logan l'émission, il m'a fait rire, il me dit au fait, le cerveau droit, c'est pour ceux qui sont gauchers, et le cerveau gauche, c'est ceux qui sont droitiers. Férial, tu es droitière ou gauchère?
Alors moi, je suis droitière, mais c'est amusant en fait cette analogie justement avec les droitiers et les gauchers, parce que effectivement, à travers justement ce neuromythe, qui est aujourd'hui considéré comme un neuromythe, cerveau droit, cerveau gauche, il y a deux formes de pensée, si tu veux. Quand on utilise de manière préférentielle notre hémisphère droit, on a plutôt une pensée en arborescence globale. Et qui vraiment se base sur l'intuition. Et ça correspond à peu près à, on dit, 20-30% de la population. Et sinon, tu as la majorité de la population qui, justement, utilise d'une manière préférentielle l'hémisphère gauche. Et là, ça engendre en fait une pensée qui est, on dit, séquentielle, linéaire, en fait, qui se focalise sur la vision de détail. Voilà. Et donc, en fait, nous, on est parti de ce concept pour essayer de comprendre un petit peu ce qui est en train de se jouer au sein de l'humanité actuellement. Marjorie, comme c'est elle qui a dit un truc, c'est toi qui réponds à la question que je vais poser. Tu es prête? Ouais. C'est quoi un neuromythe? Qu'est-ce qu'elle a dit, un neuromythe? Ça s'écrit comment? Comme son nom l'indique, c'est un merci. mythe. Donc, ça veut dire que ça a été remis en question par la science. Parce qu'au départ, le cerveau droit, enfin la mise en évidence de la latéralisation du cerveau a été mis en évidence par Broca, qui avait découvert que le langage était latéralisé dans le cerveau gauche. Et depuis, on a quand même eu l'imagerie médicale, on a eu également aussi on va dire, le développement des neurosciences. Et le cerveau est beaucoup plus complexe que ça. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on le range dans la catégorie des neuromythes. Donc, nous, on était vraiment partis de ce principe-là dans le livre. Mais quelque part, il y a quand même une réalité scientifique on pourra peut-être en reparler tout à l'heure, parce qu'on a aussi interviewé un neurologue dans notre livre. Et donc, ça correspond. C'est pas tout à fait qu'un neuromythe. Voilà. Oui, parce que justement, pour rebondir sur ce que dit Marjorie, oui, parce que en fait, ce fameux neurologue qui s'appelle Paolo Bartolomeo, qui est spécialiste du cerveau droit, il dit effectivement que le langage est vraiment clairement latéralisé dans l'hémisphère gauche, mais en revanche, il y a effectivement des fonctions cognitives qui peuvent être latéralisées dans l'hémisphère droit, et c'est notamment l'attention visuelle, et puis aussi, c'est comme dans l'hémisphère droit, si tu veux, tu as comme un système d'alarme qui te permet en fait de réagir dans l'urgence. Et ça, aujourd'hui, c'est scientifiquement prouvé. On fait d'abord la rencontre. Faites-nous une tâche romantique. Qui a croisé l'autre? Comment vous êtes rencontrés? Allez, bon, je vais démarrer là. En fait, on s'est rencontrés dans le milieu du travail. Nous étions collègues. Et à l'époque, on travaillait dans un cabinet de conseil. Et effectivement, quand on s'est rencontrés, ça a été vraiment un véritable coup de foudre amical. Et on s'est tout de suite super bien entendu sur le plan. On a eu plein d'affinités intellectuelles. Et puis, quand on se retrouvait toutes les deux, c'était vraiment pour refaire le monde. Et très vite, on a eu envie d'écrire un livre ensemble, en fait. Mais ça, on s'est écarté de ce chemin. On a un petit peu perdu cette idée pendant une quinzaine d'années. Et c'est revenu en 2018, en fait, lorsqu'on s'est vraiment interrogé sur qu'est-ce que c'est que l'intuition. Voilà. Marjorie, tu veux rajouter tu veux compléter ou on peut je peux poser la question intelligente? Je pense que effectivement, ça a été un coup de foudre amical dans le cadre professionnel. Après, c'est une longue amitié, parce que ça fait quand même maintenant 17 ans qu'on s'est rencontrés. Voilà, donc c'est toujours. Justement, ce livre est issu d'une belle amitié et d'une intelligence collective. C'est ça aussi qui fait la force de ce livre. T'as pas de chance, Marjorie, c'est encore pour toi. Quelle est la qualité principale que tu reconnais à Ferial? Quelle est la qualité principale de Ferial? Tu reconnais à Ferial? Alors moi, ce que j'aime beaucoup chez Ferial, c'est sa bonne humeur. Elle est toujours pétillante, elle se marre. Donc voilà, moi, elle fait vraiment partie de la catégorie des gens qui ont une joie de vivre. Ferial, évidemment, tu dois te douter que je vais te poser la question par rapport à Marjorie. Alors, sa principale qualité. Alors, c'est Marjorie, quelqu'un de très posé. Et elle m'apaise, en fait, quelque part. et puis, ce qui est génial avec Marjorie, c'est qu'on peut vraiment, si tu veux, ouvrir le champ de la discussion de manière extraordinaire, tu vois. Et c'est ce que j'adore avec elle. J'aime beaucoup discuter. On pourrait parler pendant des heures. C'est cette ouverture d'esprit, en fait, que j'apprécie chez elle. Quand vous avez décidé de réfléchir sur la mise en place de ce livre, est-ce que vous avez dit que vous alliez parler à des érudits ou vous vouliez parler, entre guillemets, au commun des mortels?
Dans le cadre de quoi? De notre ouvrage, Du livre, la façon du dont on livre. l'écrit? Du Au livre, moment, ça. au moment où vous avez commencé à écrire, vous avez dit, est-ce que vous faites, comment dire, un ouvrage scientifique pour des gens qui vont bien comprendre tous ces éléments-là, ou est-ce que vous êtes dit, on veut faire ça pour le grand public, pour le commun des mortels? Justement, c'est pour le. Alors, le truc, c'est qu'en fait, c'est vraiment pour le grand public. On a vraiment voulu créer un ouvrage pour un large public. Mais c'est vrai qu'on aborde dans le livre des sujets assez complexes sur le plan scientifique et puis même philosophique. Mais vraiment, on a essayé de vulgariser ça, quoi, tu vois. Et puis, on s'est vraiment aussi appuyé sur 40 personnalités expertes dans leur domaine, qui sont très variées. Et on a tissé en fait des ponts entre des disciplines qui sont complètement cloisonnées actuellement, tu vois. Mais vraiment, tout ça pour un large public. Marjorie? Oui, je suis tout à fait en phase avec Ferial. C'est vrai que nous, notre objectif, c'est de pouvoir parler au plus grand nombre. On est contre l'élitisme, hein, qui est une particularité française. Donc voilà, nous, on a eu la chance de faire des grandes écoles, mais non, voilà, nous, on veut vraiment démocratiser le plus possible les théories scientifiques et également en sciences humaines. C'est vraiment notre objectif. Marjorie, tu vas être heureuse, la question insolite, originale, c'est cette fois-ci pour Ferial. Ferial, es-tu prête? Pourquoi est-ce que moi, je n'ai pas été parmi les 40? Mais parce qu'on ne te connaissait pas encore, Alain, en fait. Si, c'est gentil. Bonne réponse. Je devrais dire maintenant 1, 2, 3, 4, 5. On est bien d'accord. 1 à 2, 2 et 3 toutes seules, 4 et 5 toutes seules. Si je faisais un résumé rapide du livre, ça serait simple. Marjorie, à toi toujours des questions gentilles. C'est facile d'écrire à 2 ou c'est plus facile d'écrire toute seule? Alors, moi, je suis convaincue que c'est plus facile d'écrire à deux. Sauf qu'il y a beaucoup de gens, ça les a rendus perplexes parce qu'ils pensent que. Moi, pourquoi je trouve que c'est plus facile? Parce que quand on écrit, on a souvent des doutes. On dit vraiment, est-ce que ça va intéresser les autres? Est-ce que je vais être à la hauteur? Est-ce que je vais être suffisamment performant? Et quand on est deux, du coup, on se rassure mutuellement et on va plus loin. Parce que là, c'est comme l'a précisé tout à l'heure Fayal, on a quand même interviewé 40 experts et toute seule, moi, j'aurais pas pu le faire. Donc, c'est clair que de l'avoir écrit à deux, ça nous a permis d'aller beaucoup plus loin dans notre enquête et dans les réflexions. Donc, c'est une véritable chance et ce qu'on défend dans ce livre, c'est l'intelligence collective. Donc, c'est aussi l'aboutissement de nos deux intelligences, plus si on rajoute celle des 40 experts, donc on est à 42 cerveaux quand même. C'est pas du tout. On est à combien de cerveaux? 42 cerveaux. Plus, si on rajoute en plus les livres qu'on a cités dans le livre, alors là, on dépasse les 100, hein, les 100 cerveaux. Les 100 cerveaux d'ailleurs. Ferial, quand on est à deux, pour faire du Oui. l'humour, on est obligé de se lever le matin, on est obligé de respecter les horaires, de rendez-vous, etc., etc. Quand on est tout seul, on fait ce qu'on veut. Tu peux écrire le matin, le midi, le soir, même la nuit. La question, c'est pour toi aussi. Plus facile toute seule ou plus facile à deux? Alors, si tu veux, effectivement, là, pour rebondir sur ce qu'a dit Marjorie, c'est un sujet extrêmement. Enfin, si tu veux, il y a énormément d'approches dans ce livre. On peut le prendre sur différents angles. Donc, je pense qu'il fallait qu'on le mène à deux. Et ce qui a été formidable, c'est que quand tu es deux, si tu veux, il y a une émulation qui se crée. Et justement, bon, par exemple, dans les périodes de doute, quand il y en a une qui doute, l'autre l'encourage et vice-versa. Et c'est ce qui nous a permis effectivement d'aller jusqu'au bout. Maintenant, c'est vrai que tout le monde n'est pas capable d'écrire un livre à deux, hein, ça c'est sûr. Comme on disait tout à l'heure, il se base sur vraiment une très forte amitié, une très forte affinité intellectuelle aussi. Et en fait, c'était très fluide entre nous. Voilà, donc c'est tout ce que je voulais rajouter, mais bon, ça rejoint ce que dit Marjorie. Exercice difficile, vous êtes prêtes? Je vais vous demander chacune de présenter le livre. Okay? Et je pense que vous n'avez pas du tout la même manière de voir le livre. Moi, je l'ai regardé, je ne l'ai pas du tout vu de la même manière. Je vais être même très honnête. Logiquement, un livre, ça se lit de la page 1 à la page 100, ou ça, on peut faire 1, 15, 25, 2, 18,
47. Ouais, alors en fait, c'est un grand débat entre Marjorie et moi, parce que c'est vrai que Marjorie, bon là je réponds à sa place, mais bon, après. Ne te laisse pas faire, Marjorie, s'il te plaît. Ouais, elle me contredira Revendique ton droit si c'est le à cas. exister, s'il te Mais plaît. depuis, non, je dirais qu'on a quand même travaillé le pitch et qu'on a Oui. quand même, on s'est entendu au moins pour le présenter à partir de 4 types d'intelligence. Donc après, effectivement, il y a plusieurs façons de le présenter. Et effectivement, ce qui est rigolo dans notre livre, c'est qu'on peut le lire de façon arborescente. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de le lire de la page 1 à la page 400. On peut le prendre à la moitié si on veut, puis revenir en arrière. C'est ça, Ouais. ça en fait. Et puis effectivement, ça dépend des personnes, parce qu'il y en a qui aiment bien lire des ouvrages d'une traite, on a d'autres qui les lisent par morceaux, et là c'est vrai que c'est tout à fait possible. Mais moi, ce qui a été le plus difficile en fait dans ce bouquin, c'est de voir le fil conducteur, si tu veux. Oui, entre, tout à fait. Ça a été le plus, parce qu'en fait, on l'a conçu un petit peu comme un puzzle. Tu vois, un puzzle où il y a des morceaux comme ça qui arrivent, et puis à un moment donné, ça fait, tu composes ton puzzle et à travers justement un fil conducteur. Et je pense qu'on effectivement on a trouvé un fil conducteur, mais il s'avère que je pense que moi j'ai plus une fibre sociétale quand je présente le livre, et Marjorie a plus une fibre psychologique quand elle le présente. Ouais, c'est un petit peu. Juste une question. 400 pages, tu viens de faire peur là. C'est pire qu'Harry Potter, hein, quasiment. Ouais, c'est vrai. C'est vrai qu'il est très dense, ouais. Non, mais Il est dense, mais il peut se lire un peu dans leur riche. Ouais. Tu le présentes et puis après, Marjorie, je te demande de le présenter. Vas-y. Alors moi, effectivement, je présente toujours un petit peu selon ce prisme. Bon, c'est que, si tu veux, ce livre, ça permet d'apporter des réponses, si tu veux, sur ce qu'on est en train de vivre et surtout sur deux paradigmes aujourd'hui qui s'opposent, enfin deux visions du monde aujourd'hui qui s'opposent. Il s'avère qu'on est à un moment charnière de notre humanité et ça s'est vraiment bien accéléré pendant cette crise sanitaire. Et on a deux visions du monde qui s'opposent aujourd'hui. Alors l'une qui est... alors qu'on symbolise, nous, par la voie du cerveau gauche, c'est une voie en fait, qui est un peu la dérive de la voie cartésienne, qui est une voie extrêmement matérialiste, où on extrêmement rationaliste en fait, et puis et qui a généré en fait une science, on va dire voilà matérialiste qui a engendré l'économie capitaliste, consumériste. Cette voie, si tu veux, nous effectivement, on l'incarne par le cerveau gauche et puis elle nous mène vers le transhumanisme parce qu'on considère en fait l'homme presque comme une machine biologique. Tu vois. Ça, c'est cette voie-là. Et il y a un autre paradigme aujourd'hui qui émerge, qui est porté par aujourd'hui des scientifiques qui se disent post-matérialistes. Et en fait, c'est ce on interprète comme une revanche du cerveau droit, c'est-à-dire une espèce d'équilibrage, où on considère effectivement l'être humain, alors plus du tout comme une machine biologique, mais plutôt comme un animal social qui s'insère complètement dans la nature, en fait. Donc c'est un petit peu, voilà, c'est la place de l'homme dans le cosmos. Voilà. Moi j'aime bien, c'est vrai que j'ai une façon de présenter l'île de manière plutôt sur le plan sociologique. Voilà. Et toi, Marjorie, comment tu le présentes? Alors, moi, c'est vrai que je ne le présente pas que sous l'angle sociologique parce que je pense qu'il est à la convergence d'autres disciplines. Mais en tout cas, bon, ce qu'il faut voir, c'est que vraiment le fil conducteur, c'est notre cerveau droit et notre cerveau gauche. Donc, à chaque fois, on a utilisé... on profite pour représenter le livre. Hein, personne n'a vu. Vas-y. Donc, tu disais... C'est important, quand même, la couverture. Et donc, on a utilisé ces deux concepts pour, dans la première partie, parler des différentes formes d'intelligence. Parce qu'aujourd'hui, on a des intelligences de type cerveau gauche, c'est les plus connues d'ailleurs, qui sont mesurées par le QI, et les autres types d'intelligence plutôt cerveau droit, qui sont l'intelligence intuitive, l'intelligence émotionnelle. Et après, je ne vais pas toutes les citer, mais il y a aussi effectivement la spiritualité. Et à partir de ce concept, on est allé encore plus loin, on est allé parler de la conscience, ce qu'on a appelé l'intelligence subtile. Et justement, là, on aborde les sujets, est-ce que finalement notre conscience se résume à notre cerveau ou est-ce qu'il y a également une conscience immatérielle? Et c'est là où on évoque la psychanalyse avec les fameuses théories de l'inconscient, avec justement le duel Freud et Jung. Donc ça, c'est un peu pour... ça paraît complexe comme ça, mais quand
dans le livre, justement, on est très pédagogique pour expliquer la conception plutôt matérialiste de Freud versus la conception plus spirituelle de Jung. Donc, on évoque aussi ce qu'on a appelé les nouveaux alchimistes. Donc, ça, ce sont justement des personnes qui s'éveillent et qui ont plutôt tendance à être dans le paradigme du cerveau droit. Et ensuite, quand on dit cerveau gauche, cerveau droit, ça influe aussi sur notre conception du bonheur. Donc, il y a toute une partie aussi où l'on explique ce que c'est le bonheur pour ceux qui sont cerveau gauche et pour ceux qui sont cerveau droit. Et on verra qu'il y a quand même des différences et qu'aujourd'hui, voilà, on a tout intérêt également à travailler son bonheur intuitif. Et la dernière partie qui est importante parce qu'elle concerne le monde de l'entreprise, c'est pourquoi l'intelligence émotionnelle et l'intelligence intuitive peuvent révolutionner notre économie et la rendre plus responsable aussi. Parce que justement, c'est ce que, comme l'expliquait Fayal tout à l'heure, le cerveau gauche, c'est plutôt le capitalisme, le consumérisme, c'est la croissance à tout crin. Et justement, aujourd'hui, on sent des aspirations à se reconnecter à la nature, au vivant. Donc ça aussi, sont des choses que l'on évoque dans ce livre. Et aujourd'hui, il faut savoir que grâce aux tests de personnalité, les tests de psychologie, on peut identifier des profils plus cerveau droit dans les collaborateurs. Donc c'est quelque chose de concret. Ferial, c'est quelque chose qui est nouveau, ça a toujours été comme ça? Vous qui avez travaillé en entreprise, etc. Alors, au niveau de l'entreprise, tu veux dire? Oui. Alors, oui, enfin, au niveau de l'entreprise, il faut savoir que ceux qui ont un profil qui correspond à un profil cerveau droit, c'est-à-dire multipotentiel, ils ont vraiment du mal à s'insérer. Je veux dire, ça. Maintenant, il y a plein de coachs Merci. qui se. Voilà, Elle est en train, Marjorie, elle est en train de me faire passer un message subliminal, c'est ça? Ça non, parce que en fait, excuse-moi, Ferial. Comme ils ont un mode de pensée qui est vraiment différent, voilà. C'est vrai qu'ils sont très créatifs. Donc, alors nous, on prône justement le fait qu'il faille les insérer parce qu'ils sont vraiment moteurs d'une créativité extraordinaire. Et d'ailleurs, il y a plein de coachs en fait qui les accompagnent pour sensibiliser les DRH à ce type de profil, et puis aussi pour les accompagner eux-mêmes, parce que comme c'est souvent lié à une hypersensibilité, ils peuvent justement par manque de confiance en eux, être en sous-régime, en sous-potentiel, et c'est vraiment un gâchis. Voilà. Est-ce que ça veut dire que tous les chefs d'entreprise... Comment ? Est-ce que ça veut dire que tous les chefs d'entreprise, tous ceux qui créent de leurs mains, de leur cerveau ou quoi que ce soit, sont tous des cerveaux droits? Alors, c'est marrant parce que dans le livre, en fait, on a essayé de faire des analogies comme ça, essayer de trouver quels étaient les chefs d'entreprise cerveau droit, cerveau gauche. Et justement, si tu veux, pour nous, Steve Jobs, c'est clairement un cerveau droit versus Bill Gates, qui est plutôt un cerveau gauche. Tu vois. Oui, on a trouvé en fait le duel Apple et Microsoft. Voilà. Ouais. Donc, ça a été un symbole aussi de cerveau gauche, cerveau droit. Dis Marjorie, dans l'histoire, au niveau philosophique, est-ce que ça aussi était toujours comme ça? Moi, j'aime bien citer Socrate et Platon, parce que c'est souvent des exemples très concrets, mais est-ce que... Alors, excuse-moi. Alors, je réponds par rapport à Socrate et Platon. En fait, Platon, si tu veux, c'est la même philosophie que Socrate, quoi. Tu vois, il a écrit ce que Socrate a dit à l'oral. En revanche, ce qui est intéressant, c'est de voir la différence entre Socrate et Aristote. Et effectivement, là, on a interviewé Luc Biget, qui est en fait un scientifique, parce qu'il est docteur en sciences et il est aujourd'hui donc président de l'université du Symbole. Donc c'est vraiment, il a fait vraiment l'harmonie entre cerveau gauche et cerveau droit, et donc il est rompu à la pensée analogique. Et en fait, il dit que effectivement notre école aujourd'hui est régie par la pensée d'Aristote, quoi. Et depuis l'avènement de la mécanique quantique, on s'ouvre à une vision plutôt platonicienne. Tu vois, donc je dirais, moi je mettrais plutôt Platon plutôt cerveau droit et Aristote cerveau gauche. Mais après, c'est vraiment un débat, surtout pour ces deux philosophes. En revanche, on a fait la même chose pour Descartes et Spinoza. Et effectivement, Descartes, même s'il était ouvert à la transcendance, il nous a menés vers une voie cartésienne. Tu vois, on dit un esprit cartésien, tu vois, c'est hyper rationnel, vraiment fâché avec tout le monde invisible et tout.
c'est une dérive de sa pensée. Mais il s'avère qu'aujourd'hui, dans le langage populaire, un esprit cartésien, c'est un esprit qui est vraiment qui est très rationnel. Et alors que Spinoza, lui, proposait une autre voie, l'humanité. Et là, on le traite dans le livre. Voilà. Marjorie. Oui, j'aurais bien aimé. Oui, alors c'est une bonne question parce que moi, justement, j'ai fait des études de philosophie et déjà, je trouve que c'est génial la philosophie parce que ça permet d'utiliser les deux modes de pensée, aussi bien la pensée petite cerveau gauche plutôt analytique et cerveau droit intuitif ou global. Donc, c'est vrai que dans la philosophie, on trouve vraiment les deux types, on va dire, de cerveau. Alors, sur Platon, effectivement, moi, je n'étais pas complètement d'accord avec l'interprétation de Fayol, mais je pense que ça qui était intéressant. Ça, j'ai dit, bon, on ne va pas trancher si c'est les cerveaux gauche ou cerveau droit. Après tout, il a le droit d'être les deux. Parce que moi, je suis plutôt nietzschéenne. Je suis une grande adepte de Nietzsche. Nietzsche critiquait beaucoup la philosophie platonicienne parce que justement, elle a tendance à opposer la matière aux idées, donc ce qui est peut-être plutôt cerveau-gauche quelque part. Mais bon, après, voilà. Effectivement, ce qui est certain, c'est que Aristote est plutôt cerveau-gauche parce que c'était plutôt... il avait une vision très analytique du monde. Alors, et dans le livre, on a tout un chapitre qui est consacré à Nietzsche parce que pour nous, c'est vraiment le symbole du cerveau droit. D'ailleurs, Nietzsche, c'est le philosophe des artistes. Donc, évidemment, c'est un philosophe qui a beaucoup inspiré, pour ne pas citer, je sais pas, il y a plein d'artistes, mais Jimmy Morrison, Isadora Duncan, etc. Donc, voilà. Et il a pâti de son excès de cerveau droit, d'ailleurs, parce que c'est Jung qui a écrit sur Nietzsche et qui explique effectivement que peut-être Nietzsche est allé trop loin, pour dire que quand même, le cerveau gauche, c'est très important. Et alors après, si on veut un autre exemple de cerveau gauche en philosophie, parce qu'on a cité Descartes. Alors Descartes était quand même aussi prôné l'intuition, donc il n'était pas complètement finalement si fermé que ça à la transcendance. Mais par exemple, le Kant, pour moi, Kant, quand on lit Kant, on se rend bien compte que là, on est en plein dans le cerveau gauche. Donc voilà. Donc on a vraiment les deux, et c'est une très très bonne école pour cerner tous les modes de pensée. Je tiens à préciser qu'il y a certaines questions sur lesquelles on s'est mis d'accord. Il y a les questions sur lesquelles je n'ai pas délivré les choses. Vous connaissez le principe direct en jeu de Radio Insolite. C'est toujours de poser des questions. Je ne sais pas laquelle des deux peut me répondre à ça, mais je vais être très concret. En quoi ça peut me servir, après avoir lu le livre, de savoir si je suis côté gauche, côté droit? Est-ce que ça peut changer ma vie professionnelle, personnelle, intime? Disons que dans ce livre, si tu veux, parce qu'il y a souvent il y a des cerveaux droits qui s'ignorent. Beaucoup. Donc, je crois qu'il y a beaucoup de gens qui ignorent ce type de choses, en effet. Que la pensée cerveau droit, si tu veux, aujourd'hui, elle est un peu favorisée par les nouvelles technologies, et notamment, tu sais, Internet et le numérique, parce que tu as une façon, en fait, de zapper. Donc, ça crée, en fait, ça favorise, en fait, une pensée en arborescence. Donc, avec le monde technologique, il va y avoir de plus en plus de personnes. Et d'ailleurs, c'est recommandé. Il vaut mieux avoir si tu veux, dans le monde technologique actuel, il vaut mieux avoir une pensée en arborescence pour pouvoir, si tu veux, avoir une vision, un meilleur discernement, en fait. Tu vois, et effectivement, notre livre, si tu veux, va permettre à des personnes qui fonctionnent comme ça de s'y reconnaître. Et ça va permettre aussi à d'autres personnes qui fonctionnent pas comme ça de dire, ah, effectivement, peut-être de mieux les comprendre, tu vois. Voilà. Mais le livre, c'est aussi pour se faire réfléchir aussi à ce qui nous attend. Je veux dire, au fait qu'il faut aujourd'hui s'éveiller, il faut prendre conscience qu'on peut nous amener dans un monde de robots. Alors, c'est soit on continue dans ce monde de robots qui nous mène vers le transhumanisme, soit on se dit halte et on voit les choses d'une manière différente. Voilà. C'est aussi c'est un éveil de conscience par rapport à ça. Est-ce qu'un binôme peut aussi être plus efficace si on a les deux qui sont présentés? Par exemple, toi, Ferial, tu es cerveau droit et puis Marjorie, cerveau gauche. Je pense que Marjorie et moi, on est plutôt cerveau droit. D'accord. Mais on est très complémentaires. Comment? C'est équilibré, Fal. Je pense que tu as fait des études. Non, mais quand je dis cerveau droit, c'est-à-dire qu'on est plus intuitive, hein, si tu veux. Enfin, en tout cas, moi personnellement, je bâtis mon raisonnement plus sur l'intuition, si tu veux. Maintenant, je dirais, moi, je suis une cerveau droit contrarié dans la mesure où j'ai fait des études scientifiques très normées, dans lesquelles, d'ailleurs, j'ai tout fait un petit peu. Et puis, voilà, j'ai fait d'autres choses pour m'ouvrir. Mais si tu veux, dans le livre, en fait, on prône une harmonie entre les deux types de pensée.
en fait, l'idée, c'est d'être ambidextre de la pensée, quoi, tu vois. C'est de commencer avec le cerveau droit, puis après passer au cerveau gauche pour garder les pieds sur terre et être analytique. Parce que, comme disait tout à l'heure Marjorie par rapport à Nietzsche, il s'est perdu dans un petit peu trop… il a sombré dans la foule, en fait. Ouais. Il y a des exercices, il y a des cas pratiques dans le livre? Oui. Il y a en tout cas, oui, il y a aussi des choses très concrètes, comme je l'expliquais tout à l'heure dans la partie entreprise. On évoque les 3 tests principaux qui sont MBTI, ProcessCom et également le test qui s'appelle Herman. Et on donne vraiment des exemples de profils qui seraient plutôt intuitifs ou des profils plutôt analytiques. Et donc ça permet effectivement, c'est concret pour les entreprises. En tout cas, ça va parler aux ressources humaines, à ceux qui travaillent aussi dans les cabinets de recrutement. Donc on peut dire que c'est quand même assez concret. Et aussi dans la première partie, on donne des exemples parce qu'on a d'ailleurs interviewé Myriam Auger, qui est une spécialiste des profils atypiques. Et donc on peut aussi avoir des exemples à quoi ressemble quelqu'un qui est soit hypersensible, soit multipotentiel. Donc c'est concret, ouais. Ce n'est pas un essai philosophique, hein, soyons clairs. Oui, mais il y a des choses concrètes aussi dans la partie sur Oui, le non, mais bonheur. je donne des exemples. Sur le bonheur, il y a par exemple, la méditation et tout, ça peut développer, si tu veux. Oui. Ouais. Moi, j'avais compris la question, est-ce qu'il y a des cas concrets de savoir si on est plutôt cerveau droit ou cerveau gauche? Mais évidemment, après, il y a plein de cas concrets sur d'autres thématiques, évidemment. Est-ce qu'on sait à quoi il va ressembler le livre? Pardon? Est-ce qu'on sait à quoi il va ressembler le livre? C'est là que vous êtes censé le montrer. Il est beau, il est beau. Donc, il est déjà sorti. Il sort le 27 janvier, il est en précommande déjà en librairie, dans toutes les librairies. Ouais. Et il sort le 27 janvier. Le 27 janvier, ouais. 27 janvier. Le livre, c'est juste un livre ou ça peut être une étape pour aller plus loin? La question qu'il ne fallait pas poser. On aimerait bien, on aimerait bien aller plus loin. On aimerait bien aller plus loin parce que c'est vrai que le fait d'avoir interviewé toutes ces personnalités brillantes, visionnaires, ça nous donne envie de continuer, parce qu'en ce moment, si tu veux, on est dans une telle transformation que voilà, comme tu disais tout à l'heure, on t'a pas interviewé, tu vois, on aurait pu t'interviewer. Donc, il y a tellement d'autres personnes interviewées. Et ça serait intéressant de continuer dans ce sens. Ouais. Les questions des auditeurs, puisque vous avez peut-être vu que sur Facebook, j'ai gentiment balancé un truc en disant « Donnez-nous vos sentiments et on vous répondra ». Et il y a une question qui était très juste, qui a été posée par Muriel. Elle m'a envoyé un message en disant « Est-ce que la manière que je vais avoir d'éduquer mes enfants vont leur permettre de réussir leur vie ?» Alors, j'ai bien aimé ce concept de réussir sa vie, parce que bon, on se demande si on a besoin d'être droit, gauche, si on a besoin d'être les deux pour réussir sa vie. Mais comment je peux répondre à Muriel? Alors justement, si on reprend le concept du cerveau gauche, cerveau droit, comme on le disait tout à l'heure, le mieux, c'est de savoir utiliser ces 2 hémisphères. Donc dans l'éducation, on sait que, par exemple, l'école, c'est très normé, donc on stimule le cerveau gauche des enfants. Donc tout ce qui est créativité, la gestion des émotions, ce sont des thèmes qui sont moins, on va dire, abordés à l'école. C'est peut-être pas la mission de l'école, mais donc c'est peut-être la mission des parents. Donc c'est clair qu'il faut que les parents veillent aussi à ce qu'il y ait un bon équilibre émotionnel de leur enfant. Il faut savoir que la créativité au niveau des neurosciences, ça permet justement de limiter la fabrication du cortisol, qui est l'hormone du stress. Donc c'est vrai que le grand sujet quand les enfants vont arriver dans la vie professionnelle, c'est comment gérer son stress. Et là, le cerveau droit peut nous apprendre à mieux gérer le stress à l'aide des méditations et de la création. Oui, puis surtout, moi, je dirais à ses parents, si tu veux, c'est très, très important d'être très attentif des talents des enfants et de ne pas leur indiquer une voie qui correspondrait… Alors, je suis bien placée pour une voie qui ne correspondrait pas, si tu veux, à leur propre talent. Donc, ça, c'est très, très important de détecter très tôt les talents des enfants. Ouais. Comment est-ce qu'on fait pour dormir et comment est-ce qu'on fait pour gérer son stress quand on sait qu'on est à peu près à 48 heures de la sortie du livre? On est là, on n'arrive plus à tenir, on ne mange plus, on ne boit plus, on ne fait plus rien. Comment on fait? Vous zappez toutes les 5 minutes en disant « Bon, comment ça se passe ?» Non, en fait, on est assez contente parce que Marjorie a fait un post sur LinkedIn qui a super bien marché. Exact. Il y a eu énormément de vues.
Ouais, à peu près, donc, je crois que ça a dépassé les 80 000, on peut le dire. ouais. Ouais. Et donc, on a Même moi, je pas réussis mal pas de ça. Hein, préventes, de précommandes. Et du coup, on est ravis. On est ravis parce que finalement, je pense que le titre parle à énormément de personnes. Le titre de notre livre. Ouais. Je pense qu'au départ, on avait hésité à mettre la revanche, mais c'est vraiment ça, parce qu'aujourd'hui, on est plutôt dominé par des profils organisateurs, un peu castrateurs, je ne vais pas dire, mais quand même, voilà. Vas-y, lâche-toi, Marjorie, lâche. Non, mais c'est vrai que quelque part, c'est vrai que quand on démarre dans la vie professionnelle et qu'on est plutôt cerveau droit, on souffre au début, il faut le savoir. Donc, c'est vrai qu'il faut quand même le dire. Excusez-moi, j'ai un petit problème. Ouais. Attends, il y a une manif dehors. Défendons le cerveau gauche. J'ai le droit d'exister. Il y a une manif dehors. Ils sont déjà au pouvoir, on n'a pas besoin de les défendre. Je voulais vous remercier. Je voulais vous remercier parce que vous êtes des spécialistes et pourtant vous avez été capable de vous adapter pour parler au commun des mortels. Moi, j'ai quasiment presque tout compris. Donc, si moi j'ai compris, tout le monde peut comprendre sur la Terre, il n'y a pas de souci. On rappelle juste comment on fait pour précommander, comment est-ce qu'on fait pour éventuellement vous contacter directement. Alors, nous, on peut nous contacter directement sur les médias, enfin sur les réseaux sociaux, Facebook, LinkedIn. Donc, le livre, voilà, La revanche du cerveau droit, donc, sort le 27 janvier. Dans toutes les librairies. Le 20 ou le 27 Elle a dit le 20 il y a quelques instants. Le 20 ou le 27 Excuse-moi. Le 27. 27, d'accord. Donc, et il peut être précommandé sur Amazon ou la FNAC ou toutes les librairies. Toutes les librairies, y compris chez notre éditeur, qui sont les éditions du Dauphin. D'accord. Voilà. Je peux finir sur un truc pas très sympa? Ouais, vas-y. Ouais. Il paraît que le thème de la Saint-Valentin pourrait vous inspirer. Ouais, tout à fait. Eh ben, je suis en train de déplanter, puisque je suis en train de vous annoncer concrètement que le prochain rendez-vous, ça sera pour la Saint-Valentin, donc probablement le lundi 14 février. Vous savez qu'on va avoir une actualité assez conséquente et tout. Je veux vous remercier d'être souriante, d'être merveilleuse, d'être adorable, d'être fantastique. Je vous dis plein de bonnes choses. Bonne santé avant tout. Pour moi, c'est une très belle année puisque j'ai le plaisir de vous avoir en contact. Merci à vous. Merci Alain. Merci Alain. Merci pour ton accueil.